Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre présence. Alors pour démarrer cette demi-journée d'études consacrée aux indications géographiques dans le commerce international, je souhaiterais en premier lieu commencer par remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette manifestation, à commencer par le CREDIP. Oui, il faut que je utilise le petit, voilà. À commencer par le CREDIP, donc le Centre de recherche en droit international privé, et puis aussi donc l'EDIEC, l'équipe de droit international et comparé, et aussi remercier aussi pour leur aide précieuse Madame Barat-Stranieri et Monsieur Chatou, et remercier également tous mes collègues qui sont aujourd'hui présents pour cette manifestation. Madame Blandine de Clavière, qui est maître de conférence en cette université, qui est directrice adjointe du CREDIP EDIEC et co-directrice aussi du master de droit privé international et comparé. Monsieur le professeur Shui Feng, qui est professeur à l'université Tsinghua, qui est située à Pékin et qui est classée dans les classements comme la meilleure université chinoise. Madame Guan Hong Li, qui est doctorante à l'université Tsinghua aussi, et dont le travail de thèse porte précisément sur les indications géographiques. Et enfin, le professeur Pascal Camina, professeur en cette université également, directeur du master de droit du cinéma, de l'audiovisuel et de la communication numérique, et co-directeur du master de LLM International Un-European Business Law et membre du centre Paul Roupier. Voilà, donc voilà pour les remerciements et qui était en premier lieu la première des choses que je voulais faire. Et en second lieu, je souhaiterais vous proposer le menu d'un repas, alors peut-être pas gargantuesque, mais copieusement rempli d'IGP et d'AOP. Quoi de plus naturel, effectivement, en cette bonne ville de Lyon, qui est quand même réputée pour sa gastronomie, pour ses maires, ses chefs à toque blanche, et aussi à 2 pas d'ici, à 2 pas de l'Hôtel-Dieu, où François Rabelais fut nommé médecin en 1532. Alors en apéritif, je vous proposerai, comme vous le voyez, de grignoter des noix de Grenoble AOP, avec des olives noires de Nyons AOP et un verre de cidre du Perche AOP également. En entrée, pourquoi pas, une salade tiède de lentilles vertes du Puy, AOP, servie avec du jambon, AOP, de Bayonne, IGP, légèrement grillé, des oignons de Roscoff, des oignons roses de Roscoff, et une vinaigrette, assaisonnée d'une vinaigrette au vinaigre de Modène, IGP italienne. En plat de résistance, en plat principal, on va rester dans la région avec un poulet de Bresse AOP qui rôti, accompagné donc de beurre Charente-Poitou AOP, monté au jus, de pommes de terre de l'île de Ré AOP et des asperges, donc les pommes de terre elles-mêmes aussi rôties, et d'asperges du Blayais IGP. C'est la saison. Et tout ça accompagné, donc, ça terminerait par un plateau de fromage dans lequel je vous propose un mix de comté AOP, de Roquefort AOP, de Picodon également AOP. Enfin, pour le dessert, un petit peu d'exotisme, puisque je vous propose une tarte aux pommes avec des pommes qui viendraient de Chine, et en particulier donc les pommes Yantai Pingwu, j'espère que je dis bien. Je vous ai laissé, pour ceux qui sont férus de chinois, la graphie originale en chinois, et donc c'est une IGP, effectivement, d'une localité, si j'ai bien compris, Yantai est une localité dans la région du Shandong, voilà, donc pour les précisions géographiques. Et donc cette tarte aux pommes accompagnée d'une chantilly montée à la crème de Bresse AOP, pour rester à nouveau dans la région, et pour rester sobre, une tasse de thé Longjin Cha, qui est un thé que vous pouvez trouver très facilement aussi ici, et qui est aussi une AOP qui nous vient de Chine. Pour les plus aventureux, mais je suis obligé de rappeler qu'il faut toujours consommer cela avec modération, vous pouvez arroser tout ce copieux repas d'un vin, alors rouge ou blanc, je pense que Pascal aura l'occasion de nous en parler peut-être, un vin de Napa Valley, qui est une AOP aussi des États-Unis, voilà, qui nous vient des États-Unis. Voilà donc pour ce menu imaginaire qui montre bien qu'une IGP ou une AOP, une indication géographique, est un signe verbal, c'est un signe verbal, une dénomination qui désigne un produit provenant d'une certaine zone géographique et tirant de cette origine géographique certaines caractéristiques, objectives ou subjectives, certaines qualités ou une certaine réputation.
Ce signe distinctif qu'est l'indication géographique, il est très utile, elle est très utile, enfin, ou ce signe est très utile. On voit que tout de suite, il renseigne le consommateur, puisqu'il lui permet de connaître l'origine géographique du produit et certaines de ses caractéristiques. Il favorise aussi forcément les producteurs eux-mêmes, les agriculteurs, les producteurs de ces produits, en favorisant le développement économique de zones rurales qui en ont souvent bien besoin. Et le droit sur l'indication géographique régule aussi la concurrence en réservant la dénomination protégée aux producteurs qui respectent le cahier des charges, qui respectent les règles techniques de fabrication, de production, et en interdisant aux autres producteurs d'utiliser la même dénomination en relation avec leurs propres produits. Donc ces indications géographiques, elles sont, comme j'ai pu un peu vous en donner quelques exemples dans ce menu imaginaire, elles sont évidemment très présentes, très nombreuses et bien connues en France. Mais c'est assez. Il faut rappeler que de ce point de vue, la France a innové quand même, puisque le droit français très tôt, dès le début du XXe siècle, a organisé le régime des indications géographiques, en particulier avec le régime des indications géographiques dites simples, qui pouvaient être obtenues, qui peuvent encore être obtenues, mais qui peuvent de moins en moins, par des procédures administratives ou judiciaires, par une décision administrative ou judiciaire, puis le régime des appellations d'origine contrôlées, les célèbres AOC. Mais, et c'est là qu'on en vient de plus en plus au sujet de cette demi-journée d'études, ce droit des indications géographiques, lui-même, il s'est internationalisé, ou plus exactement, il s'est régionalisé. Aujourd'hui, le droit français des indications géographiques, il est très largement supplanté par le droit des indications géographiques de l'Union européenne. Déjà assez tôt, vous le voyez, des décisions de la Cour de justice des communautés européennes ont expliqué qu'un État membre comme la France ne pouvait pas maintenir sa protection nationale concurremment à la protection régionale. Donc, depuis 2006, on a fusionné les AOC avec le régime des AOP-IGP de l'Union européenne. Et pour revenir à des dates beaucoup plus récentes, dernièrement, le 1er décembre 2025, le régime français des IGPIA, des indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux, qui avait été institué en 2014 par la loi Hamon, vient d'être remplacé par le régime, supplanté lui aussi, donc remplacé par le régime des IGPAI, indications géographiques pour les produits artisanaux industriels. Donc il y a ce petit distinguo qu'on fait, je ne sais pas s'ils l'ont fait volontairement, le législateur français et européen, d'intervertir artisanaux et industriels pour nous permettre de différencier les deux régimes. Mais donc voilà le régime des IGPAI de l'Union européenne lancé. Alors j'ai mis en dessous, dans l'illustration, vous avez deux logos qui sont justement deux exemples de ces indications géographiques pour des produits artisanaux industriels à l'échelle française. La toute première, siège de l'IFOL, et puis une autre pour qu'on soit vraiment confortable après ce menu, qu'on puisse soit bien installé dans un siège de l'IFOL avec des charentaises de Charente-Périgord. Voilà, donc je crois que tout est de ce point de vue-là bien confortable. Et donc ce droit il s'est internationalisé. Et effectivement, les indications géographiques, on en vient au sujet, elles s'inscrivent dans le commerce international. Et c'est pour ça, c'est cet angle-là qu'on a voulu prendre dans cette étude, déjà pour souligner que les indications géographiques, elles peuvent particulièrement favoriser le commerce international lorsqu'elles désignent des produits dont l'aire de production est intrinsèquement internationale parce que transfrontière, partagée entre deux ou plusieurs pays différents. Et ce sont ces indications géographiques transfrontalières que j'étudierai. Ensuite, il nous semblait aussi nécessaire d'envisager la part de plus en plus déterminante que les indications géographiques prennent dans les négociations qui sont menées, qui ont été menées ou qui sont menées par l'Union européenne lorsqu'elle négocie des accords de libre-échange ou d'autres traités internationaux avec d'autres pays ou des ensembles de pays. Et ce sera le sujet de l'intervention de Madame Blandine de Clavière. Enfin, il semblait particulièrement nécessaire de se demander comment ces indications géographiques européennes pouvaient recevoir protection dans d'autres sphères juridiques essentielles dans le commerce international. Les États-Unis, tout d'abord, ce sera le sujet d'étude de monsieur le professeur Pascal Camina. La Chine, ensuite, ce sera le sujet d'étude commun de monsieur le professeur Shu Yefeng et de madame Guangli.
Voilà, donc voilà pour le menu. Vous avez eu le menu gastronomique qui vous a été, bon, il ne sera pas servi malheureusement, mais au moins imaginairement je vous l'ai proposé. Et vous avez aussi le menu intellectuel maintenant de nos agapes qui vont suivre.